La réunion d'hier a été une immense victoire pour Zelensky et l'Ukraine. Pour clarifier mon propos, regardons en arrière et voyons ce que Poutine voulait de cette réunion. C'était un piège classique du KGB, que Poutine a sûrement appris comme officier du KGB raté en Allemagne de l'Est. Et le piège était essentiellement que Poutine disait « je veux la paix, et la seule chose que je veux pour la paix, c'est le Donbass. Si l'Ukraine est prête à donner le Donbass à la Russie, nous arrêterons la guerre sur tous les fronts. » Poutine savait que Zelensky n'accepterait jamais cela. Le peuple ukrainien ne l'acceptera jamais. Mais c'était justement son but. Une fois que Zelensky dit « je ne sais de rien que tu n'aies déjà saisi pour la paix », il allait rejeter la faute sur Zelensky, dire aux États-Unis que c'est Zelensky qui fait obstacle à la paix, donc vous devriez arrêter de fournir des armes et des renseignements à l'Ukraine. C'est ce que voulait Poutine. Eh bien, Zelensky a renversé la situation contre Poutine avec sa rencontre avec Trump hier. Zelensky a dit que nous pouvons envisager des concessions territoriales avec Poutine. Nous laisserons la question des territoires entre Poutine et moi. Les garanties de sécurité seront élaborées avec nos partenaires et il y aura de plus en plus de détails. Cela sera formalisé par écrit dans la semaine prochaine, dans les 10 jours, comme je vous l'ai dit. Poutine ne peut pas se le permettre pour l'instant, car cela fait 3 ans qu'il affirme au peuple russe que Zelensky n'est pas un dirigeant légitime. Il n'est pas le dirigeant de l'Ukraine selon la constitution ukrainienne. C'est ce que Poutine et ses pirates répétaient sans cesse aux médias russes et étrangers. Eh bien, maintenant Poutine doit rencontrer Zelensky et admettre essentiellement au peuple russe que tout ce qu'il leur disait jusque-là, il mentait simplement. Il peut aussi choisir de ne pas rencontrer Zelensky, révélant ainsi au monde ce que nous affirmons ici depuis le début du conflit. Poutine ne veut pas la paix, il veut l'Ukraine. Je m'appelle Sam. Dans cette vidéo, découvrons ce qui s'est passé hier lors des réunions à huis clos entre dirigeants européens, Zelensky et Trump. Bien sûr, c'était une réunion à huis clos, mais le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, a donné un compte-rendu après coup. Et voici ce qu'il avait à dire. Permettez-moi d'abord de dire que ce fut une journée très réussie. Et je suis d'accord avec vous pour dire que le président Trump est un pacificateur pragmatique, comme vous le pensez. Et ce qu'il a fait cette année, en brisant l'impasse, en entamant la conversation avec Poutine, mais aussi en mettant la pression. Nous avons eu l'augmentation des dépenses de l'OTAN à 5% cet été, ce qui a été un grand succès de politique étrangère pour le président Trump. Et ensuite, il a décidé à nouveau de faire entrer des armes létales en Ukraine, payées par les Européens. Et il a imposé des sanctions secondaires, des tarifs douaniers à l'Inde. Donc il met la pression, mais il cherche aussi des moyens de résoudre cela, de mettre fin à cette guerre. Donc aujourd'hui a été très réussi. Nous avons discuté des garanties de sécurité. Nous travaillerons dessus dans les prochains jours, puis tiendrons une autre réunion virtuelle avec ce groupe de dirigeants et le président. Ensuite, nous préparerons ce trilatéral. Et il a pu, lors d'une conversation avec le président Poutine, amener Poutine à accepter d'abord une rencontre entre Poutine et Zelensky. Ils vont donc maintenant discuter du lieu où cette rencontre aura lieu en préparation du trilatéral. Au final, une journée très réussie. Nous avons également eu une déclaration sur Twitter du chancelier allemand, et il a été l'une des rares voix lors de toute la réunion à plaider pour un cessez-le-feu. Maintenant, si vous vous souvenez, c'est en fait le président Trump et son administration qui ont d'abord proposé cette idée de cessez-le-feu en février, si je me souviens bien. Mais après avoir rencontré Poutine, il semble que Trump ait abandonné l'idée d'un cessez-le-feu, et qu'il pousse désormais pour un accord de paix. Mais voici la déclaration du chancelier allemand, qui pousse le président Trump à faire pression pour un cessez-le-feu, afin d'amener la Russie à accepter un cessez-le-feu. Ce sont des jours décisifs pour l'Ukraine et l'Europe. Mais nous, les Européens, parlons d'une seule voix. Cela est devenu évident aujourd'hui. Nous avons consulté lors d'une conversation très ouverte avec le président Trump, et nous avons essentiellement transmis ces messages. Une véritable négociation ne peut avoir lieu que lors d'un sommet auquel l'Ukraine elle-même participe également. Un tel sommet n'est concevable que si les armes se taisent. J'ai renouvelé cette demande aujourd'hui encore. Un tel sommet doit être soigneusement préparé. Nous ne savons pas si le président russe aura le courage d'y participer. Des efforts de persuasion sont donc indispensables. L'Ukraine ne doit pas être contrainte à céder du territoire. Nous avons vivement salué l'annonce du président Trump de garantir la sécurité de l'Ukraine
et de la coordonner avec les Européens. Eh bien, si vous regardez régulièrement nos vidéos, vous savez que j'ai expliqué à plusieurs reprises pourquoi la Russie pourrait ne pas vouloir de cessez-le-feu. Et la raison est simple. L'Ukraine peut renforcer ses lignes défensives avec plus d'équipements, de construction et de soldats. Et c'est quelque chose qui affaiblit la position de négociation de la Russie. Parce qu'une fois que l'Ukraine dispose de lignes défensives plus solides, elle est moins susceptible d'accepter des compromis qui bénéficient à la Russie. Cela signifie qu'après le cessez-le-feu, la Russie aura plus de difficultés à poursuivre la guerre. Eh bien, il y a un scénario dans lequel la Russie pourrait effectivement accepter un cessez-le-feu. Et ce scénario, c'est bien sûr l'argent russe. Il faut 3 choses pour gagner une guerre. De l'argent et encore de l'argent. Eh bien, devinez quoi? Les drones ukrainiens ont en fait un impact énorme. Aujourd'hui même, nous avons appris par les médias russes que plusieurs raffineries russes ont dû être mises hors service. Ils ont cessé de raffiner le pétrole en raison des attaques ukrainiennes, une première admission de leur part. L'économie russe dépend entièrement des exportations de pétrole et d'hydrocarbures vers l'Europe, l'Inde et la Chine. Donc, si les raffineries ne peuvent pas fonctionner parce que les drones ukrainiens deviennent plus puissants ou plus innovants pour contourner les défenses aériennes russes, la Russie pourrait être ouverte à un cessez-le-feu pendant qu'elle négocie. Ou peut-être que la Russie essaierait de faire ce qu'elle a déjà tenté auparavant, où elle dirait « Eh, instaurons simplement un cessez-le-feu sur les infrastructures énergétiques, pas sur autre chose ». Bien sûr, l'Ukraine n'accepterait pas quelque chose comme ça, parce que cela nuit plus à l'Ukraine qu'à la Russie. La Russie pourrait encore tenter un mauvais coup, comme au Donbass. En parlant d'argent, l'Ukraine a proposé hier à Trump un accord d'armement de 100 milliards de dollars pour obtenir des garanties de sécurité des États-Unis. Ce rapport vient directement du Financial Times. C'est une entreprise médiatique fiable, contrairement à la télévision du Kremlin. Voici le rapport. L'Ukraine promettra d'acheter pour 100 milliards de dollars d'armes américaines financées par l'Europe, dans le but d'obtenir des garanties de sécurité américaines après un accord de paix avec la Russie. C'était une proposition du président Zelensky à Trump lors de la réunion. Selon cette proposition, Kiev et Washington signeraient aussi un accord de 50 milliards de dollars pour fabriquer des drones avec des entreprises ukrainiennes pionnières depuis l'invasion russe. En fait, l'Ukraine est devenue tellement performante dans la production de drones. Ils en produisent environ 4 millions, ou ils sont en voie d'en produire 4 millions cette année. Que même des entreprises chinoises, qui aident en quelque sorte la Russie, essaient aussi d'apprendre de l'Ukraine comment produire des drones en masse et fabriquer différents types de drones. Car l'Ukraine ne se limite pas seulement aux vues à la première personne, les drones à vue à la première personne. Je pense que la plupart des vues à la première personne qu'ils ont viennent de Chine. Mais l'Ukraine a perfectionné tous les autres drones qu'elle utilise sur le champ de bataille. J'en ai justement discuté avec le général Petraeus, invité de notre podcast la semaine dernière. Et c'est quelqu'un qui s'est rendu plusieurs fois en Ukraine depuis le début de cette invasion. Et il a personnellement rencontré les plus hauts responsables militaires ukrainiens, et leur a parlé de la façon dont les drones changent le champ de bataille moderne. C'était donc quelque chose qui m'intéressait vraiment d'apprendre. Et voici ce qu'il a dit. Vous savez cela mieux que la plupart des gens. Comment percevez-vous cela? Vous êtes allé en Ukraine et suivi leur innovation dans les drones, etc. Incroyable. Oui, j'y suis allé 6 fois depuis l'invasion de 2022. La première fois que j'y suis allé, ils étaient encore dans l'Union soviétique. Donc, observer l'évolution au fil des décennies depuis cette époque, et j'y retournais périodiquement quand j'étais en uniforme pour diverses raisons, même lorsque j'étais colonel à la tête d'une brigade de la 82e parce que nous avions une unité ukrainienne avec nous aux États-Unis, ils devaient faire de même, etc. Écoutez, je pense qu'il vaut mieux ne pas entrer dans le... Je pense qu'il y a toujours un rôle pour un chasseur furtif très sophistiqué avec un pilote dans le cockpit, comme c'est le cas pour le F-35. Mais cela dit, il y a un rôle énorme pour ce dont nous avons besoin en bien plus grande quantité, à savoir des systèmes sans pilote de tout type, sous l'eau, à la surface de l'eau, dans les airs, au sol, dans l'espace, dans le cyberespace, l'équivalent, même dans l'espace cognitif, vous savez, un autre des domaines, si vous voulez, de la guerre hybride. Donc, il vous faut vraiment beaucoup plus de systèmes sans pilote. Et ce qui devient de plus en plus évident, c'est que ceux-ci ne seront plus tous pilotés à distance.
de plus en plus, ils seront pilotés par des algorithmes. Donc l'homme dans la boucle qui pilote littéralement, et la majorité des drones en Ukraine sont encore pilotés par des opérateurs individuels incroyablement bien formés et compétents, souvent en vue à la première personne pour les drones suicides qui sont si impressionnants dans leur façon de traquer ces systèmes, peuvent littéralement détruire un char, une pièce d'artillerie, un véhicule de combat d'infanterie, etc. Cela les a rendus en fait intenables sur le champ de bataille. La guerre traditionnelle interarmes que nous avons vue pendant la première année et demie environ n'est tout simplement plus viable. Ils doivent désormais recourir à d'autres moyens pour y parvenir. Mais avec le temps, ce seront des algorithmes qui piloteront ces systèmes et qui auront été programmés. De plus en plus, l'intelligence artificielle modèle de langage de grande taille écrira le programme. Il y aura quelques instructions données par un humain sur ce que clés, activités, quels éléments clés doivent être établis avant que le système ne prenne une action cinétique ou non cinétique. Mais ils vont ensuite l'exécuter eux-mêmes. Et donc ce que nous devons faire, et c'est très simpliste, mais cela transmet, je pense, un besoin urgent, c'est de passer de ce que sont actuellement nos plateformes très grandes, incroyablement coûteuses, extrêmement performantes, fortement dotées en personnel et de plus en plus vulnérables, de tout type, sur mer, dans les airs, au sol, à un nombre massif. Gardez à l'esprit que les Ukrainiens utilisent un certain jour près de 7000 drones en une seule journée. Maintenant, ils n'explosent pas tous. Beaucoup reviennent. Certains ne font que partir en mission de surveillance. Certains sont des drones suicides. D'autres sont des systèmes terrestres sans pilote circulant entre les lignes de front. Et ils procèdent ainsi de plus en plus. Pour la sécurité des conducteurs, ils sont désormais télécommandés. Il y a des systèmes d'armes télécommandés. Encore une fois, le nombre de personnes impliquées dans ces systèmes est tout simplement extraordinaire. J'ai demandé au général Syrski, commandant ukrainien, lors de ma dernière visite il y a 2 ou 3 mois, combien de drones de tout type avaient été utilisés la veille. Gardez à l'esprit qu'il existe aussi des drones maritimes. La Russie a perdu 1/3 de sa flotte en mer Noire à cause de ces drones, repérés par des drones aériens avant d'être attaqués et coulés. Alors il a dit près de 7000. Oui, encore une fois, c'est un chiffre difficile à vraiment apprécier ou à comprendre, mais c'est ce qui se passe. Et cette année, pour permettre ce genre de chiffres au quotidien, les Ukrainiens vont fabriquer 3,5 millions de drones de tout type. On pourrait mieux les définir comme des systèmes sans pilote. Nous devons faire beaucoup plus pour passer à ce concept. Et nous devons commencer avec un concept différent, au moins pour la guerre de très haut niveau. Parce que, encore une fois, ne vous méprenez pas, il faut toujours toutes les autres capacités pour différents types de guerres, mais pour une grande guerre conventionnelle à grande échelle, comme nous le voyons sur les champs de bataille en Ukraine et aussi dans les airs chaque nuit vers la Russie et vers l'Ukraine depuis la Russie. Pour ce type de guerre, nous devons vraiment transformer à nouveau nos forces, passer des grandes plateformes aux systèmes sans pilote de tout type. Sous-marins, surface, air, terrestre, spatial, etc. C'est une excellente nouvelle que les États-Unis puissent apprendre de l'expérience ukrainienne. Mais ce n'est pas quelque chose qui réjouit la Russie. Et comme si cela ne suffisait pas. Selon le document qui a fuité dans le Financial Times, il semble que l'Ukraine ait apporté des extraits de la télévision d'État russe et les ait montrés à Donald Trump pour lui montrer comment la Russie se moque des États-Unis, se moque du président Trump depuis tout ce temps, depuis qu'il est entré en fonction. Et l'Ukraine a souligné ce que nous répétons sur cette chaîne depuis tout ce temps. La Russie n'a pas de chaîne d'information indépendante. Tout ce que vous voyez à la télévision d'État russe, à la télévision du Kremlin, est approuvé par le Kremlin lui-même. Donc, cela signifie que la Russie fait tout cela intentionnellement. Et c'est là qu'il faut se rappeler l'une des leçons les plus importantes de l'histoire, où de nombreux historiens regardent en arrière vers Hitler et réalisent que si nous avions simplement prêté attention à ce qu'Hitler disait au public allemand, nous aurions compris quels étaient esquintes ses plans.
Même un dictateur comme Poutine doit encore communiquer avec sa propre population. Il doit encore les informer ou les préparer à ce qu'il prévoit. Nous aurions pu voir cela venir si nous avions simplement regardé les chaînes de télévision russes et prêté attention à leur tentative de présenter l'Ukraine comme un pays qui n'existe pas vraiment, ou comme quelqu'un qui persécute les personnes d'origine russe. Et ensuite, Poutine a lancé son invasion insensée après avoir préparé sa population. Il fait quelque chose de similaire. Un jour sur deux, des chaînes télévision russes populaires diffusent normalement des émissions évoquant le bombardement nucléaire des États-Unis. Il parle de détruire les États-Unis avec des armes nucléaires un jour sur deux. Et c'est vraiment une excellente nouvelle que l'Ukraine ait apporté les preuves et les ait montrées au président Trump lui-même. Maintenant, en plus de tout cela, Kiev a également insisté pour qu'une compensation totale lui soit accordée par la Russie pour les dommages de guerre, compensation qui pourrait être payée par les 300 milliards de dollars d'actifs russes à l'étranger gelés en Europe et aux États-Unis. L'Ukraine a souligné que tout allègement des sanctions ne devrait être accordé que si la Russie respecte un futur accord de paix et joue le jeu de manière équitable. Pendant que l'Ukraine essayait de convaincre l'administration américaine, le président Trump, sur les raisons pour lesquelles on ne peut pas faire confiance à la parole de la Russie, vous voulez deviner ce que faisait la Russie. Il bombardait des civils ukrainiens et des infrastructures civiles ukrainiennes. C'est quelque chose que la Russie fait depuis tout ce temps. Vous voyez ? Il est difficile de négocier la paix avec un pays qui veut votre mort, et la Russie veut la mort de l'Ukraine. Ils veulent avoir s'en prendre à l'Ukraine, et ils ne se soucient pas vraiment des citoyens ukrainiens. Mais malheureusement pour Poutine, cette réunion s'est déroulée aussi bien qu'elle aurait pu se dérouler. Et c'est quelque chose pour lequel la Russie n'était pas préparée. Et ils ont commencé à revenir sur des promesses qu'ils avaient déjà faites au président Trump, lorsque Poutine l'a rencontré la semaine dernière. Avant cela, examinons la déclaration du président Trump après sa rencontre avec les dirigeants européens à Zelensky. J'ai eu une excellente réunion avec des invités distingués à la Maison Blanche. Au cours de la réunion, nous avons discuté des garanties de sécurité pour l'Ukraine, garanties qui seraient fournies par divers pays européens en coordination avec les États-Unis d'Amérique. Tous se réjouissent de la possibilité de paix entre la Russie et l'Ukraine. Après les réunions, j'ai appelé le président Poutine et lancé les préparatifs pour une rencontre à un lieu que choisiront Poutine et Zelensky. Après cette rencontre, nous aurons une réunion trilatérale qui réunira les deux présidents, ainsi que moi-même avec le président Trump. Encore une fois, c'était une très bonne première étape pour la guerre qui dure depuis presque 4 ans. Le vice-président J.D. Vance, le secrétaire d'État Marco Rubio et l'envoyé spécial Steve Witkoff coordonnent avec la Russie et l'Ukraine. Merci de votre attention. Voici une déclaration claire sur la prochaine étape. Une rencontre entre le président Poutine et Zelensky. Eh bien, pas selon la déclaration du Kremlin. Selon le Kremlin, Poutine a accepté une autre rencontre avec les délégations et a seulement discuté de l'idée d'élever le niveau des représentants. Ce n'est pas nouveau, beaucoup le reprocheront. Les États-Unis ont mal compris la Russie où il y avait une barrière linguistique. Mais c'est quelque chose que la Russie fait depuis le début des négociations. Lors d'appels et de réunions privées, la Russie dit une chose, puis publiquement, elle en dit une autre. Et c'est simplement leur tactique de retarder. Ils retardent la guerre car ils ne veulent pas la paix, alors ils essaient tout. Et ce n'est pas moi qui interprète simplement en profondeur les déclarations que tout le monde publie. Ils font la même chose avec ce qui s'est passé lors de la réunion entre le président Trump et Poutine lorsqu'ils visitaient l'Alaska. Hier, Steve Witkoff, l'envoyé spécial, a confirmé que la Russie et Poutine acceptent que les États-Unis et l'Europe offrent à l'Ukraine des garanties de sécurité similaires à l'article 5 de l'OTAN. Cela a été confirmé publiquement dans une interview vidéo par l'envoyé spécial. Ici, vous pouvez l'entendre vous-même. Vous avez mentionné la garantie de l'article 5 de l'OTAN, une attaque contre l'un est une attaque contre tous, la Russie. Permettrait-on que cela se produise, que toute incursion supplémentaire en Ukraine, la Russie comprendrait qu'elle serait considérée comme une attaque contre tous les membres de l'OTAN? Non, Jake, ce n'est pas ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit, c'est que nous sommes parvenus à un accord selon lequel les États-Unis et d'autres nations européennes pouvaient effectivement offrir un langage similaire à l'article 5 pour garantir une sécurité. Poutine a dit que la ligne rouge, c'est l'entrée dans l'OTAN, c'est ça. Et donc, ce dont nous discutions, c'était en supposant que cela tienne, en supposant que les Ukrainiens puissent accepter cela et vivre avec, et tout le reste,
Tout va dépendre de ce que les Ukrainiens peuvent accepter. Mais en supposant qu'ils puissent, nous avons pu obtenir la concession suivante, que les États-Unis pourraient offrir une protection similaire à l'article 5, ce qui est l'une des véritables raisons pour lesquelles l'Ukraine souhaite rejoindre l'OTAN. Nous avons en quelque sorte réussi à contourner cela et obtenir un accord pour que les États-Unis offrent une protection de type article 5. C'était la première fois que les Russes acceptaient cela. Zelensky. Devinez quoi? Pendant la réunion entre Zelensky, Trump et les dirigeants européens, le Kremlin a publié un communiqué. Le ministère russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, haut responsable russe, a déclaré « Nous n'avons jamais accepté cela. Voyez vous-même, le Kremlin rejette la proposition américaine d'accorder à l'Ukraine des garanties de sécurité comparables pour l'article 5. Le ministère russe des Affaires étrangères rejette catégoriquement l'envoi d'un contingent militaire par les pays de l'OTAN en Ukraine. Les grands médias américains reprennent la déclaration russe et disent « Steve Witkoff, l'envoyé spécial, a encore tout gâché. Nous ne devrions pas l'utiliser dans ces négociations. » Maintenant, je ne suis pas un fan de Steve Witkoff. Personnellement, je pense que nous devrions envoyer Marco Vio, le secrétaire d'État, pour toutes les négociations avec Poutine. Parce qu'il sait que Poutine est un ancien agent du KGB. Et Marco Rubio est tout simplement bien mieux préparé, beaucoup plus compétent que Steve Witkoff pour gérer quelqu'un comme Poutine. Mais je ne mettrai pas du tout ça sur Steve Witkoff. Ce n'est pas quelque chose qui arrive pour la première fois. Je doute vraiment que Steve Witkoff répète sans cesse la même erreur. Au contraire, cela semble être une tactique délibérée du Kremlin, où ils disent une chose en privé à n'importe qui, que ce soit Steve Witkoff, le président Trump ou quelqu'un d'autre. Et ensuite, ils disent tout autre chose publiquement. C'est simplement la tactique russe qui consiste à essayer de gagner le plus de temps possible. J'espère que cette fois, le président Trump comprendra leur jeu.